Entreprendre de nos jours semble être difficile. Il faudrait connaître certains principes, certaines réalités pour pouvoir s'en sortir. Mesdames et messieurs, nous allons discuter sur ces sujets aujourd'hui dans notre émission Chronique des BM. Chronique des BM, nous parlons actualité, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons religion, nous parlons sur plusieurs questions, genre politique, tout ce qui concerne la République démocratique du Congo. Benny Moni, c'est moi, et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous les grands entrepreneurs, c'est lui qu'on appelle les mentors des entrepreneurs congolais. Lui, c'est Paul Omonji, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci de me recevoir. Ok, alors, qui est Paul Omonji Lokonde? Bon, Paul Omonji Lokonde, c'est un Congolais, de père et de mère, professeur d'université, cadre dans l'administration publique et président de l'Institut congolais d'expertise en entrepreneuriat PME. Ok, alors vous êtes Congolais de père et de mère, l'actualité l'oblige. On est tous sans ignorer de la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation devient de plus en plus inquiétante. Alors, étant Congolais des pères et des mères, quelle est votre analyse? Bon, mon analyse pourrait se situer à deux niveaux. D'abord, féliciter l'initiative politique pour pouvoir résoudre la question de cette guerre. Généralement, les budgets, je crois que le budget de la RDC ne va pas le permettre de tenir longtemps une guerre comme celle-là. Qu'on se le dise, hein, quand on n'a pas de moyens, on ne sait pas faire la guerre. Mais chez moi, il y a une expression qui dit que lorsqu'une main forte t'étrangle, il faut la caresser. Pas pour demander pitié, mais pour faire en sorte que dès qu'elle lâche un peu, vous rebondissez. Ça, c'est le premier élément. Donc, nous, les Congolais, nous devons nous souder, être sereins. Mais aussi, si je peux analyser, c'est nous-mêmes, les Congolais, nous devons nous interpeller, quoi. Même si les Rwandais nous attaquent, mais les vrais traîtres sont des Congolais qui travaillent avec les Rwandais. On peut réfléchir, hein, dans ce cas. Pourquoi quelqu'un qui veut nos minéraux négocier avec un voleur que de négocier avec nous? Ça, nous devons réfléchir. Sérieusement, c'est vrai, nous devons à tout prix faire pour repousser cette attaque, mais en interne, nous devons réfléchir. Les traîtres des Congolais, c'est les Congolais eux-mêmes. Il faut que nous réfléchissions, que nous concentrions sur cet aspect et qu'on résolve le problème. Même si par des armes, nous pouvons avoir des difficultés, mais nous pouvons aussi attaquer les mêmes Congolais d'une manière ou d'une autre qui sont en train de trahir les pays. Je crois que le pouvoir politique doit se pencher sur cela. Et si je rentre dans la logique de l'entrepreneuriat. Exactement, voilà. Oui. On dit qu'en morale des affaires, ou la déontologie des affaires, la règle d'or, c'est le respect des engagements pris, le respect de la parole donnée. Généralement, les Congolais ne respectent pas la parole donnée. Et ça peut faire en sorte que les gens qui veulent investir chez nous peuvent préférer travailler avec les voleurs que de travailler avec les propriétaires. Parce qu'il a peur que demain, les contrats ne soient revisités, les engagements ne soient pas respectés parce qu'on a changé le gouvernement. Tout ça, c'est des questions que nous devons aussi réfléchir pour dire qu'en interne, nous organisons, nous donnons une image très sérieuse de notre pays et les partenaires vont nous respecter. Peut-être ça peut changer les dons que de verser autant de sang, alors que c'est nos propres frères et c'est nous-mêmes qui cherchons ça. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes les mentors des entrepreneurs congolais. Vous êtes un repère, un modèle, surtout pour la jeunesse congolaise. Alors, que représente pour vous l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, comme je me l'ai dit, c'est le fait de créer une entreprise, mais c'est aussi le fait de développer des capacités, des compétences, de créativité pour pouvoir être proactif et faire renaître des choses qui n'existaient pas. Et du coup, nous sommes dans un pays de précarité, nous sommes dans un pays de chômage, nous sommes dans un pays où 61% sont des jeunes dynamiques et capables de bouleverser les choses. Donc, ça devait être une priorité en République démocratique du Congo, qui a 100 millions d'habitants, en supposant que plus de 40-50 millions sont des jeunes. Et comme j'aime le dire, on devait avoir même plus de 3 millions d'entreprises si nous poussons les jeunes à en créer et nous concentrons toute notre énergie à faire en sorte que les jeunes, les initiatives des jeunes soient encouragées. Et ça pourrait aller, que de se concentrer sur
autre chose que le fait de créer la richesse dans l'économie. Alors, vous avez souligné une chose qui est vraiment très importante. Il faudrait mettre toute l'énergie pour que le jeune ou la jeunesse congolaise soit vraiment debout. Alors, vous étant mentor en entrepreneuriat, qu'avez-vous déjà fait concrètement, surtout à la jeunesse congolaise? Bon, je suis chercheur, je suis professeur à l'université. Je donne le cours d'entrepreneuriat à l'université de Kinshasa. Je le donne dans plusieurs universités à la place. Je dirige un institut d'expertise. Vous voyez, donc nous, c'est notre domaine d'intervention, c'est d'abord mener des recherches, faire promouvoir des pensées qui peuvent booster, chacun joue son rôle. Donc les ministres ont son rôle, les services spécialisés du ministère ont leur rôle, et nous, les chercheurs, nous avons notre rôle. C'est d'étudier les phénomènes, de les comprendre, de les expliquer, de proposer les solutions. Et ça, nous les faisons. Nous avons des publications, nous avons des projets que nous faisons. Mais concrètement, déjà, aussi au niveau de l'Université de Kinshasa, nous avons des projets des étudiants que nous accompagnons. Parce que notre objectif, ce n'est pas seulement d'enseigner l'entrepreneuriat. Comme j'aime le dire, ce n'est pas parce que vous avez fait 18 points sur 20 dans mon cours que vous devenez un grand entrepreneur. Ouais. Donc, c'est de susciter, c'est de développer la culture entrepreneuriale et faire en sorte que l'étudiant qui nous a écoutés puisse arriver à dire oui, moi je vais créer mon entreprise. Et ça, nous le faisons et l'expérience commence à naître au niveau de l'Université de Kinshasa. Je crois que d'ici la fin de 2024, on pourra parler de nous et de nos projets à l'Université de Kinshasa et pourquoi pas dans les autres universités. Voilà, tel est notre souhait aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 5 phrases célèbres en entrepreneuriat. Alors, professeur Paul Omonji, qui sont, ou qui est l'auteur de ces 5 phrases en entrepreneuriat, ou c'est vous-même qui êtes l'auteur de ces 5 phrases? Non, j'ai utilisé des phrases de certains auteurs célèbres pour les commenter ensemble avec les étudiants, parce que c'est des phrases qui ont un lien direct avec l'entrepreneuriat, mais les auteurs existent. Ok. Ouais, les auteurs existent. Ah, d'accord. Alors, ouais. les auteurs existent de ces 5 phrases célèbres en entrepreneuriat. On commence par la première, qui est « La pensée précède l'action ». Qu'est-ce qu'on peut entendre de cette pensée-là? Et permettez-moi cette méthodologie qui dit « La pensée précède l'action ». La pensée précède l'action, c'est aussi l'auteur Omonji qui a lancé cette phrase. Ah bon? La pensée précède l'action. Ça veut dire tout ce que nous mettons en œuvre comme activité, comme œuvre, commence par les modes de pensée. Commence par les modes de pensée. Et si quelqu'un veut, par exemple, réussir dans la vie, il doit commencer par revoir son mode de pensée. Parce que, bon, pour ne pas aller, par exemple, dans la Bible qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, c'est en quelque sorte cela. Donc, si vous avez un mode de pensée positif de la vie, vous serez aussi positif, optimiste. Si vous avez un mode de pensée négatif de la vie, vous serez pessimiste. Okay. Vous voyez? Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous formons comme projet vient de notre mode de pensée. Alors, c'est pourquoi on dit que le mode de pensée précède l'action. Et en matière d'entrepreneuriat, si vous voulez travailler l'action que quelqu'un va poser, il faut commencer par travailler les modes de pensée. Vous voyez, je donne un exemple pour nous qui enseignons. Oui. Vous avez un étudiant qui dit, moi je vais passer des classes. Il a 50%. Mais il fait une grande fête parce qu'il a réussi. Mais avec 50% de diplôme. Oui. Ça veut dire pour lui, le mot de pensée, c'est de réussir et d'avoir un diplôme. Mais il y a quelqu'un d'autre qui se dit, non, pour être excellent, je dois distinguer par exemple, faire 70%. Celui-là, s'il a 50, il a réussi, mais il ne sera pas content. Il va tout faire pour atteindre 70%. Pourquoi? Parce que son mode de pensée a déjà programmé un seuil de succès pour lequel il veut atteindre dans la vie. Alors, si vous observez les Congolais, leur manière de parler, d'agir et de faire, ça fait naître ça vient de leur mode de pensée. Et cette mode de pensée est influencé par plusieurs paramètres, dont la société elle-même, tout ce qu'on a hérité de nos parents, ouais, c'est aussi la culture du pays, les habitudes, voilà, ça influence le psychique de quelqu'un.
D'où un entrepreneuriat, comme j'aime le dire. Si vous voulez avoir des entrepreneurs qui ont créé des entreprises à véritable valeur ajoutée, parce que j'ai fait observer dans mes études que le Congolais crée des entreprises de survie, juste pour survivre. Et quand il a créé son entreprise, il peut payer son loyer, il peut payer les écoles de ses enfants, il peut se faire soigner. Pour lui, il a réussi. Oh, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Ça, c'est des besoins primaires. C'est des besoins primaires. L'entrepreneur, c'est celui qui crée une véritable richesse dans l'économie du pays. Donc, on ne peut pas se dire entrepreneur si on ne met pas à mesure peut-être de faire $1 million. Vous voyez, c'est ça, ouais. Bon, pour un Congolais, avoir déjà $10 000, on est boss. C'est beaucoup, ouais. On est boss. Déjà, c'est ce mode de pensée-là que nous devons réformer. Nous devons réformer. Il y a des gens qui ont $100 000, vous ne les voyez pas. Parce qu'il veut avoir $1 million, il est serein. Mais il y a d'autres qui ont 50 000, mais tout le quartier sait qu'il est devenu boss. Donc c'est ce mode de pensée-là qu'il faut travailler. Comme je l'ai dit, et même pour mettre fin à la guerre à l'Est, il faut réformer les modes de pensée de Congolais. Si ces Congolais qui ont trahi le pays arrivent à dire c'est mon pays, je ne trahis pas mon pays, eh bien le Rwanda n'aura pas la force de le faire. Mais est-ce qu'un Rwandais, un Congolais d'origine rwandaise peut prendre des armes pour attaquer le Rwanda? Il y a un mode de pensée autre que ce que nous avons. Ça, si nous ne travaillons pas ça, eh bien on continuera toujours à avoir des problèmes, madame. Ouais, c'est vraiment un grand problème si on ne travaillait pas la mentalité. Mais professeur, vous êtes entrepreneur, vous coachez les jeunes, vous coachez aussi les vieux, vous coachez les entrepreneurs et tout. Alors, est-ce qu'il y a cette possibilité, là, cette probabilité de pouvoir changer la pensée de quelqu'un qui est déjà erroné, qui est déjà englouti et puis qui est déjà focus dans ce qu'il veut faire? Est-ce possible? Oui, c'est possible parce que c'est ça. En fait, c'est un coach, c'est ça. Un coach, c'est un mentor, un formateur, c'est ça son rôle. Il doit être spécialiste, pousser les gens à se motiver soi-même. Je l'ai dit, c'est la culture entrepreneuriale. Donc il y a aussi l'influence de la société. C'est toute une politique, c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place. Par exemple, si vous définissez la réussite par la médiocrité, eh bien, tout le monde croira que la médiocrité, c'est la réussite. C'est la réussite. Donc il faut redéfinir qu'est-ce qu'on attend par succès en RDC, qu'est-ce qu'on attend par réussite entrepreneuriale en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on attend par des succès de Léopard. Est-ce que le fait d'arriver en demi-finale, nous fait-on, ou c'est de dire nous, c'est la coupe ou jamais. Voyez, tout commence par là. Si déjà en étant tout simplement qualifié aux éliminatoires, tout le monde explose, c'est le grand fait. Alors le mot de pensée, c'est qu'on soit tout simplement qualifié. Mais on peut se dire non, pas de coupe, pas de fête. Je vous assiste 5 ans comme ça, nous aurons des coupes. Mais quand on se dit on a gagné aux éliminatoires, c'est la grande fête, bon, c'est le mot de pensée. Donc il faut une politique publique, une politique familiale. Le papa dit à son fils, non, ne m'amenez pas 50%, amenez-moi 70%. Voilà. Ou le commerçant dit, non, moi avec $10 000, non, c'est pas ça. Je me vois avec 100 000, 1 million, une multinationale. J'ai une PME, demain ça peut vendre en Afrique du Sud. Et ça, c'est toute une politique, toute une stratégie. Nous sommes un grand pays avec beaucoup de richesses, donc nous devons voir les choses en grand. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, nous prenons une deuxième phrase qui dit ceci, et toujours un plan, ton plan ne se réalisera pas toujours. Tout à fait. Une phrase de Paul Mangilo Condé. C'est un auteur américain, Chris Loar, qui a dit ça. Il faut toujours avoir un plan, et ce plan peut ne pas se réaliser, il faut avoir. Ça veut dire quoi? Dans la vie, il faut toujours formuler des projets. Parce que si vous ne les formulez pas, ils ne se réaliseront pas. Voilà. Donc, commencez d'abord par formuler des projets. Et le reste, c'est que soit ça se réalise, soit ça ne se réalise pas. Mais du moins, vous avez essayé. Donc, c'est pour vous dire que les personnes qui réussissent dans la vie, c'est des personnes qui ont essayé. Voilà, on n'atteint jamais l'objectif si on n'a pas fixé ces objectifs et si on n'a pas travaillé pour les atteindre. Mais demandez à plusieurs personnes quel est votre projet. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Beaucoup vont... Peut-être vous n'aurez pas de réponse. Ça, je peux mettre ma main à couper. En train de demander à 10 personnes comment vous voyez dans 10 ans. Et surtout comme nous sommes un monde de chrétiens, on va dire, bon, seul Dieu le sait. Voilà, ça ne marche pas. Voilà, si tous les jeunes, c'est de savoir, moi là, je suis en 2024, que vais-je devenir en 2030? Formulez vos projets. Du coup, vous allez vous investir dans ces projets-là,
Mais tout en sachant que ça peut ou ne pas réussir, au moins vous aurez essayé et après vous pouvez reformuler d'autres projets et vous allez réussir. Donc les personnes qui ont réussi en affaires sont des personnes qui ont formulé des projets, qui ont commencé par se donner elles-mêmes des ambitions et après ils sont travaillés pour ces ambitions-là et ils ont réussi. Mais les personnes qui n'ont jamais formulé le projet ne réussissent pas dans la vie et ils marquent les pas. Voilà. Pourquoi Chris a dit, ayez toujours un projet. Voilà. Et du coup, maintenant, si vous avez un projet, les circonstances peuvent faire en sorte que peut-être vous arrivez à quelqu'un qui vous dit, est-ce que vous avez un projet? Voilà, vous avez un projet. Je suis prêt à vous aider. À vous accompagner, oui. Vous n'allez pas dire encore, nous attendez que j'aille préparer. C'est comme des gens qui vous disent, donnez-moi votre CV, nous attendez, je vais aller écrire mon CV. Si vous cherchez l'emploi, ayez quand même un CV déjà, qui est déjà préparé. Voilà. Autrement dit, prenez toujours les initiatives. Et quelque part, ça finira par réussir, quoi. Ok. Alors, on prend une troisième phrase, j'ai lu, qui dit ceci: soit la solution à un problème, pas une solution en quête d'un problème à résoudre. Ouais, là, c'est Aaron Vidas qui a dit qu'il faut avoir la solution à un problème, mais pas une solution en quête d'un problème. Il y a une différence entre quelqu'un qui a la solution à un problème et quelqu'un qui a une solution à la recherche d'un problème. Vous voyez, en matière d'entrepreneuriat, le vrai entrepreneur, c'est celui qui apporte la solution au problème de sa communauté. C'est-à-dire, il observe tout ce qui se passe dans la communauté, le besoin de la communauté, les difficultés de la communauté, et il se dit, si moi, j'apporte la solution ou j'apporte toute la stratégie, ma communauté aura résolu ce problème-là. Donc, ce qu'il gagne par après n'est que la contrepartie de la solution qu'il a apportée au problème de la communauté. C'est pour cela, vous verrez peut-être qu'il y a des gens qui ont inventé les téléphones, parce qu'il a dit un besoin de communication. Il y a des gens qui ont inventé les appareils de photo parce qu'il y avait le besoin de conserver des souvenirs, par exemple, d'un voyage. Donc, si par exemple au Congo, nous avons un problème d'assainissement, des immondices, de la saleté, et vous créez une entreprise dans ces domaines-là, tout le monde va dire, ouf, vous nous avez apporté la solution. Mais pas, vous avez une solution, maintenant vous commencez à chercher les problèmes. Ça ne va pas réussir. Comme je l'ai dit, vous faites les sports, vous êtes ceinture noire en karaté, maintenant vous dites, voilà, j'ai la solution à la bagarre, et vous allez chercher la bagarre dans la rue parce que vous êtes karatéka. Ce n'est pas ça la vie. Donc je suis karatéka, je suis maître, c'est-à-dire, un jour, si on attaque mon quartier, moi j'ai la solution, je vais aider ma communauté et je vais me battre pour eux. Voilà, c'est deux philosophies différentes. Donc, il faut observer, avoir le problème, chercher la solution et trouver, que d'avoir une solution et dire, comme nous les universitaires, voilà, je suis licencié, voilà, vous avez une entreprise, qu'est-ce que je peux faire pour vous parce que je suis licencié? Ouais, c'est mettre la charrue devant le bœuf. Ouais, c'est un peu... en entrepreneuriat, le vrai entrepreneur, c'est celui qui apporte la solution au problème de la communauté. Voilà. D'abord le problème et puis la solution. Pas la solution et puis chercher des problèmes. Non. Voilà. Il faut chercher les problèmes pour trouver la solution. Donc, il y a des problèmes, ne cherchez pas de problème. Il y a des problèmes qui existent. Vous trouvez la solution. Ouais. Okay. Pas la solution, puis vous cherchez les problèmes. Voilà. C'est ça. C'est les comportements de bon nombre de Congolais. C'est le comportement des sorciers. Voilà, il est sorcier et puis il commence à bouffer les gens. Ouais, c'est un peu ça. Vous dire que bon, ici dans la famille, c'est moi les sorciers. Vous osez, je vous bouffe. Voilà. Non, voilà. Le contraire serait que bon, les gens veulent bouffer. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ne bouffe pas? Voilà. C'est un peu ça. Vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, observez votre communauté. S'il y a un problème, et essayez de trouver la solution à ces problèmes-là. Voilà. On prend une quatrième phrase qui dit, je cite, « Entoure-toi de meilleurs, trouve des experts dans les domaines où tu n'es pas le plus fort. Qui en est l'auteur? L'auteur, c'est Beth Earley, qui voulait motiver les personnes complexées. Qui penseraient peut-être je n'avancerai pas dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup d'experts là-dedans et qui auraient peur d'affronter ces experts-là, de peur de ne pas être marginalisés. Donc, si vous voulez réussir dans la vie,
il faut vous entourer de meilleurs. Vous voyez, moi, je peux ajouter en disant, ne vous associez pas avec les personnes qui ont échoué dans la vie, parce qu'ils ne vous apporteront rien. Vous devez vous associer, surtout en affaires, avec les personnes qui ont réussi. Elles ont l'expérience dans les affaires, elles ont l'expérience dans la vie, donc il ne faut pas les demander conseil peut-être à quelqu'un qui n'a jamais fait des affaires. Vous voyez, donc, du coup, c'est ça l'essence des mentorats, c'est ça l'essence de parrainage. Vous vous entourez de meilleurs, vous profitez de leur expérience, vous profitez de leurs conseils, sans être complexé et sans avoir peur peut-être que vous ne soyez marginalisé. Vous voyez, c'est comme vous êtes entrepreneur débutant et puis il y a peut-être une réunion, nous les vivons, nous les enseignants, on fait des conférences à l'international, vous rencontrez des grands professeurs, parce qu'il faut dire, il y a professeurs et professeurs, voilà, vous pouvez dire, je suis professeur à l'université de Kinshasa, on a fait le séminaire, vous trouvez votre collègue en train de parler, parfois vous dites non, je dois me taire là, parce que ce niveau de compétence là, je suis comme l'impression que je n'ai pas fait de bonnes études, vous voyez. Mais après tout, vous vous approchez de lui, voilà, vous vous présentez, vous parlez. Sans complexe. Sans complexe. Il vous transmet l'expérience et tout ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire, si vous voulez grandir parmi les grands, fréquentez les grands. Et même tout en étant petit, mais ne soyez pas complexés. Et ils vont vous aider à aller vers la fin. Faire autrement serait l'orgueil, quoi. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en train de parler des 5 phrases célèbres en entrepreneuriat. Ces phrases nous aideront à bien comprendre le monde entrepreneurial et à comment se comporter pour mieux réussir sa vision. Alors, on prend une dernière phrase qui dit « Démarque-toi et donne le meilleur de toi-même. À chaque fois, tu ne sais jamais qui t'écoute. » Professeur Paul. Là c'est Scott Meyer. Hein. J'aime beaucoup cette phrase-là. Démarque-toi, donne le meilleur de toi. Parce que tu ne sais pas qui t'écoute. Voilà. Ça, c'est vraiment l'expérience que je dirais, les conseils que je donnerais surtout aux jeunes Congolais qui se lancent dans les affaires, surtout ceux qui font les petits boulots. Voilà, nous sommes là dans un studio. Il y a des caméramens qui nous filment, ils font leur travail. Vous voyez, mais moi j'observe, je peux observer. Ouais, je ne suis pas venu ici pour eux. Vous m'avez invité. Mais si j'observe un travail de qualité qu'ils font, demain peut-être je pourrais dire, ah, vous avez besoin de caméramans. J'étais invité dans telle émission, j'ai vu le monsieur là, il était très sérieux, très concentré, alors que peut-être mon objectif ici, ce n'était pas lui. Voyez, je donne un autre exemple. Tu es peut-être coiffeur. Voilà, un ami te dit, écoutez, tu peux m'aider, je n'ai pas l'argent, mais coiffe-moi. Bon, comme tu sais qu'il ne va pas te payer, tu fais avec toute la complaisance possible. Eh bien, tu fais ta propre mauvaise publicité. Parce que, Madame Moni, vous vous mariez, quelqu'un vous coiffe gratuitement, mais il met tous les sérieux possibles. Et tu apparais très belle, mais les gens vont vous voir. Il y a la possibilité qu'on te pose la question, qui t'a fait cette beauté-là? Exactement. Et ça peut t'ouvrir beaucoup d'autres portes pour avoir fait un travail bénévole, mais ça t'a attiré la clientèle. Donc ça veut dire que tout ce que nous posons comme acte, quels que soient les temps et les circonstances, si nous en sommes capables et meilleurs, nous devons rester capables et meilleurs. C'est-à-dire, je fais la peinture dans la maison, c'est pas moi, de mon ami, je le fais tellement bien que les visiteurs qui viendront vont lui poser la question, mais qui t'a fait ça? C'est elle. Ah, cherchez-moi ce monsieur-là. Et du coup, ça peut vous créer la richesse. Donc, quand on est entrepreneur, même si on fait un travail bénévole, mettez-y du sérieux. Parce que de ce travail bénévole peut naître d'autres commandes qui vous amèneront à la richesse. C'est pour cela, c'est comme un joueur, quoi. Vous faites l'entraînement, vous dites, bon, c'est une équipe de la cité, je ne fais rien, tout ça. Mais si tu as marqué 5 buts dans cet entraînement, il y a la possibilité que quelqu'un te voit et te dit, écoutez, je te propose que tu viennes chez nous. Ouais, c'était un match amical, mais du coup, ça bascule dans un contrat. Donc, ne baissez jamais les bras sous prétexte, non, là, ça ne me paye pas, tout ça. Parce qu'on ne sait jamais qui te regarde, on ne sait jamais qui t'écoute. Et du coup, plus tu seras sérieux dans ton travail, plus les portes s'ouvriront, surtout en matière d'entrepreneuriat, et tu auras les succès. Et moins tu négligeras certains aspects sous prétexte, ici ce n'est pas un terrain approprié, moins tu auras la possibilité d'élargir tes horizons et de réussir en entrepreneuriat. Voilà. Plus tu fais bien ton travail,
plus les opportunités s'ouvriront. Tout à fait. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission Chronique des BM. Aujourd'hui, je rappelle que nous avons reçu le professeur Paul Omangelo Condé, qui est professeur d'université. Il est aussi coach en entrepreneuriat. Il est aussi président de la fondation qui portait son nom, qui est vraiment dans l'expertise, dans tout ce qui est entrepreneuriat, en tout ce qui est... je rappelle qu'il est aussi... tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est économie, tout ce qui est finance. Il est aussi mentor. Alors, pour finir, le professeur Paul Omonji, tous nous attendons le nouveau gouvernement. Il y a eu des missions de quelques ministres qui ont déposé d'après les délais qui a été donné à l'Assemblée nationale. Alors, très souvent, le ministre, qu'il soit de l'entrepreneuriat, qu'il soit d'autres ministères, ce sont plus des politiques. Alors, pour ces nouveaux gouvernements, tout le monde est en train d'attendre ces nouveaux gouvernements, alors nous voudrions savoir quel est le profil d'un bon ministre de l'entrepreneuriat. Est-ce que doit-on tirer toujours dans des partis politiques ou on peut toutefois choisir un technocrate, un scientifique, un professeur qui pourrait chapeauter ces ministères? Bon, je pense que le meilleur ministre, c'est celui qui va permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre ses objectifs par rapport à l'entrepreneuriat. Qui fixe ses objectifs? Ça peut être le gouvernement, le président de la République. Okay. Ça peut être le ministre lui-même qui propose un plan d'action qu'il fait aborder. Mais comme je l'ai dit, nous devons d'abord commencer par avoir un plan d'action. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous voulons pour notre jeunesse? Et qui peut porter cette stratégie nationale? Vous voyez, le ministre qui est là, j'espère que, je ne sais pas s'il est aussi démissionnaire, mais j'ai travaillé avec lui. C'est quelqu'un qui s'est appuyé sur les experts. Ouais, il est arrivé à avoir des textes qui organisent l'entrepreneuriat. Voilà, nous avons tous été mis à profit. Nous avons été sollicités pour apporter notre expertise. C'est déjà une bonne politique. Okay. Parce que vous pouvez ne pas être expert dans les domaines. Et si vous travaillez avec des experts, les leaders, un chef, ce n'est pas toujours celui qui a toutes les compétences, mais celui qui sait canaliser les compétences pour atteindre les objectifs. Exactement. Donc, dans le cas de la consolidation des acquis, c'est déjà... Il faut un ministre qui a une vision de l'entrepreneuriat, un ministre qui est ouvert à la collaboration de l'ensemble des experts, un ministre qui a un plan d'action pour la jeunesse et qui s'investit pour ces plans d'action et moins de politique. Moins de politique, plus de technocrates. Okay. Parce que chez nous, ce qui tire, c'est trop de politique. Voilà, vous inaugurez une petite boutique, non, c'est sous le leadership de ceci, de cela. Finalement, voilà, nous devons avoir une vision, je le dis toujours, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays, il faut de grandes visions, et il faut de grandes œuvres, et il faut de grands entrepreneurs, et il faut de grands ministres pour pouvoir relever la classe moyenne des affaires qui a déjà disparu dans ces pays avec des grands entrepreneurs que nous avons connus comme des Bemba Saolona, des Kisombe, des Dokolo. C'est des gens qui ont créé une société réelle qui a survolé même l'espace international. Où est-ce qu'on en a aujourd'hui? Même la compagnie nationale n'arrive pas à survoler l'espace international. Alors qu'un Congolais avait réussi à faire. Okay. Les Dokolo qui ont créé une banque. Voilà, c'est des gens que nous voulons renaître dans nos pays. Pas quelqu'un qui a fait une petite boutique, il va à Dubaï, il rentre, et puis voilà, grand entrepreneur, tous les ministres sont là. Ouais. Ça commence toujours par là. Okay. Ça commence toujours par là, c'est pas mauvais. Mais il faut que 10 ans après, que nous reprenions cette classe moyenne des affaires, des gens qui ont eu à faire la fierté de notre... Et si aujourd'hui on nommait Paul Omangelo Condé ministre de l'entrepreneuriat, es-tu prêt à servir la nation? Bah oui, ça sera avec plaisir. Moins politique et plus de technocrates. Quoi. Voilà. Ouais, parce qu'il faut des technocrates, des gens moins politiques dans ces pays. Okay. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission chronique de BM. Alors, professeur Paul Omonji, un mot de la fin pour aujourd'hui. Pas pour toute une vie, mais pour aujourd'hui. Bon, pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de la jeunesse. Okay. C'est mon combat. Pour ceux qui ne le savent pas,
Je suis plus que ça. J'ai servi mon pays dans l'administration publique. Vous l'avez dit, je fais la fiscalité, tout ça. Mais à un moment, j'ai laissé tout ça pour me concentrer sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, parce que je sens que c'est un défi dans notre pays. Et nous tentons de faire le mieux pour que nous ayons de vrais entrepreneurs en République démocratique du Congo. Donc quiconque écoutera pourra peut-être rentabiliser cette politique-là pour qu'au Congo nous ayons, imaginez-vous madame, l'économie du pays entre les mains des étrangers. Toutes les grandes entreprises congolaises appartiennent aux étrangers. Et quand vous voyez un Congolais dans les affaires, c'est des petites entreprises. Et petites entreprises, c'est moins de 300 millions de francs congolais de chiffre d'affaires par an. Vous voyez, mais pourquoi ces Libanais, ces Indiens réussissent, nous ne réussissons pas? Ça doit nous faire sauter et nous révolter pour que nous puissions avoir une politique nationale, que les Congolais se retrouvent dans les richesses énormes de notre pays. À mon avis, tout devait s'arrêter pour que cela puisse progresser. Voilà. Merci beaucoup, professeur Paul Omonji, de répondre à notre invitation. Merci également à l'équipe technique qui était justement derrière la caméra. Merci à tous qui nous ont suivis. Vous êtes politique, vous êtes entrepreneur, vous êtes pasteur, vous êtes homme social, vous êtes tout genre de personnes. Cette émission est vraiment ouverte à vous. Prière de nous contacter justement sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine, le même jour, à la même heure et surtout à la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.